Bonjour et bienvenue dans cette 4e lecture consacrée à l'histoire des artistes femmes, dans laquelle nous allons questionner la représentation des femmes dans la peinture. La muse est un mot féminin. Il signifie l'inspiration d'un artiste qui lui permet la création artistique grâce notamment à ses courbes. La muse incarne la beauté idéalisée pour le peintre ou le sculpteur. Elle attise le désir et le fantasme et dégage des valeurs érotiques de par sa nudité. Étymologiquement, le terme musée vient du grec. Il désigne le temple consacré aux muses, divinité des arts. Il apparaît donc sensé de retrouver des représentations des muses au musée. Cependant, sous couvert de sujets mythologiques, les musées regorgent de tableaux représentant le corps féminin dans des poses lascives s'offrant au regard, voire au toucher masculin, comme c'est le cas dans les toiles de l'artiste académique Jean-Léon Gérôme, pour Phryné devant l'aéropage ou encore Pygmalion et Galatée. On retrouve cette répartition des rôles en fonction des sexes dans l'atelier d'Abel de Pujol. L'artiste est représenté au chevalet dans une reconstitution de son atelier. On retrouve les différentes toiles du maître accrochées dans l'atelier, mais également des sculptures à l'antique témoignant de l'influence néoclassique théorisée par Johann Joachim Winckelmann. Dans cette scène de genre, représentant l'artiste au travail, la femme endosse le rôle de muse et de modèle. Elle est passive et l'objet du désir masculin. L'homme, lui, est actif et créateur. Hiérarchie ancrée dans les 1000 lois de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau en ces termes. Aux hommes, les spéculations intellectuelles, aux femmes, le pragmatisme. Paradoxalement, cette toile a bien été peinte par une femme, Adrienne Grand-Pierre de Verzy, l'élève et l'assistante d'Abel Pujol avant de devenir sa femme. Au Seicento, il est courant de retrouver des représentations d'héroïnes violentes issues de l'Ancien Testament peintes par des femmes. Pour Martine Lacasse, leur choix d'être peintre tout en étant femme les a conduites, voire les a contraintes, à revendiquer leur féminité dans leur œuvre, à se donner une légitimité en tant que peintre et femme, comme en témoigne par exemple le thème récurrent des femmes puissantes, particulièrement peintes au Seicento. L'on pense particulièrement à Iaël et Sisera d'Artemisia Lomi Gentileschi ou à Timoclé tue le capitaine d'Alexandre, le grand d'Elisabeth Sirani. Le thème iconographique qui revient de manière récurrente dans l'Italie du XVIIe siècle est certainement Judith et Holoferne. Judith est une héroïne biblique de l'Ancien Testament qui assassine le général assyrien Holoferne et sauve la ville de Béthulie, symbole du judaïsme. Virginia Vesey donne une représentation de Judith avec la tête d'Holoferne assez proche de la composition de Judith attribuée à Simon Vouet ou à son entourage. Tandis qu'Elisabetta Sirani n'hésite pas à représenter Judith avec la tête d'Holoferne en très grand format, 236 par 183 cm. Le choix de représenter des femmes vigoureuses, fortes et violentes pour Artemisia Lomi Gentileschi relève d'une forme de résilience cathartique de l'outrage infligé par son maître Agostino Tassi alors que ce dernier était l'ami de son père Orazio Gentileschi. La version de Judith décapitant Holoferne, conservée à Naples, présente un enchevêtrement de membres luttant dans une mise à mort théâtralisée, pouvant être interprétée entre autres comme une émasculation. Bien que se situant dans une continuité du style caravagesque, Artemisia Lomi Gentileschi apporte une intensité dramatique et pragmatique que l'on ne retrouve pas dans la peinture de Michelangelo Meresi, dit le Caravage, dans laquelle Judith est représentée chétive et juvénile. Dans le tableau Judith avec la tête d'Holoferne, Pierre-Paul Rubens dirige le regard de l'héroïne vers le spectateur dans une expression d'agressivité colérique. Judith y est représentée comme une furie, une virago. Il y a une différence flagrante dans la représentation de ce sujet en fonction du genre de l'artiste. Artemisia Lomi Gentileschi arrive quant à elle à s'éloigner des représentations traditionnelles des figures mythologiques féminines, dominées par l'homme. Les regards de Judith et sa servante sont baissés vers la condamnation qu'elles sont en train de rendre.
Judith est représentée comme une belle femme sans pour autant être juvénile, une femme forte et puissante sans pour autant être caricaturée en furie. Mais il n'y a pas que dans la peinture d'histoire que la représentation de la femme est questionnée. Les portraitistes ont particulièrement participé aux représentations du modèle féminin. Notons au passage que le développement du support souple de la toile a favorisé la circulation des œuvres et joué un rôle important dans la communication de l'image des personnes de pouvoir. Au XVIIIe siècle, la production des portraits en France est principalement commanditée par les menus plaisirs, département du roi en charge de la commande d'originaux et de copies de portraits. D'après Olivier Blanc, dans Portrait de femmes artistes et modèles à l'époque de Marie-Antoinette, c'est en 1777 que la reine Marie-Antoinette rencontre Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, tandis que l'artiste n'est encore que copiste. La jeune portraitiste sut mettre à l'aise son modèle royal, qui n'appréciait ni son physique ni les longs temps de pose. Dotée de tous les atouts de la vie en société, Vigée-Lebrun sut répondre aux attentes d'une femme inquiète de sa beauté. Le bon portraitiste au XVIIIe siècle est censé flatter subtilement son modèle. Arrivant à mettre son modèle en confiance, elle invita plusieurs fois Marie-Antoinette à se laisser coiffer sans poudre et à partager ses cheveux sur le front. Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun savait attraper au plus près son modèle tout en gommant les détails fâcheux du visage. Cependant, le souci principal de l'époque était d'être à la mode. C'est ainsi qu'en 1783, Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun fait poser la reine en robe dite de Gaulle. La mode de ce type de vêtements serait venue à Paris avec les dames créoles de Saint-Domingue. Accroché au salon du Louvre, le portrait fait scandale. Il est rapidement remplacé par une autre version appelée Marie-Antoinette dite à la rose, dans lequel la reine apparaît dans un vêtement satiné plus convenable au vu de son rang. Une autre mode influencée par le néoclassicisme est le drapé antique, en particulier la tenue de Vestale pour les femmes, comme en témoigne l'autoportrait avec sa fille Julie de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. L'artiste engagea volontiers ses modèles à poser en chemise, c'est-à-dire dans une robe simple qui se rapproche de la tunique de Vestale. La redécouverte des vestiges antiques à Rome influence les artistes, en particulier ceux ayant les moyens de faire le voyage à Rome pour parfaire leur formation. L'intérêt de la Vierge se déplace vers la Vestale. Les Vestales étaient vouées à Vesta, déesse du foyer. Ces femmes jouissaient à l'Antiquité d'une relative autonomie dans la cité en comparaison de leurs contemporaines. Conservé au musée du Louvre, le portrait d'une femme noire est la représentation d'une femme à la carnation de peau noire, vêtue de drapés à l'antique. Marie-Guillemine Benoît, née Laville-le-Roux, est passée en apprentissage dans l'atelier de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, puis dans celui de Jacques-Louis David. On retrouve bien l'influence du drapé aux couleurs de la République, qui évoque davantage les femmes davidiennes de la République antique que la robe des esclaves. L'œuvre est réalisée dans un contexte particulier. Cela fait 6 ans que l'esclavage a été aboli. Cependant, Napoléon le rétablira en 1802. Ce tableau peut donc se lire comme un manifeste politique d'émancipation de la femme et d'abolition de l'esclavage. Nous serions tentés d'interpréter cette toile comme un autoportrait détourné de l'artiste. L'artiste cherchant ainsi à s'identifier à son modèle. En effet, la signature en lettres cursives semble avoir été tracée de la main du modèle. Au XIXe siècle, dans une vision de la modernité, la figure de la prostituée domine la conception baudelairienne de la femme, ce qui a inspiré à Édouard Manet l'Olympia, que nous pourrions facilement comparer à la Vénus d'Urbino de Titien, notamment pour l'emprunt de la pose allongée. Parmi les contemporains de Manet, l'on ne compte que très peu de femmes impressionnistes. Berthe Morisot fut la première du groupe et même une figure fondatrice du mouvement, notamment en exposant à 7 des 8 expositions impressionnistes entre 1874 et 1886. Si Berthe Morisot a servi de modèle pour Édouard Manet, Renoir et Mercelin de Boutin, aucun de ces peintres ne l'a représenté en tant qu'artiste, c'est-à-dire dans son atelier ou la palette à la main. Dans Berthe Morisot à l'éventail, Édouard Manet la représente en effet en femme du monde.
Or, selon Théodore Duret, critique et collectionneur des impressionnistes, elle voyait constamment sa position de femme du monde voiler sa qualité d'artiste. Elle se savait l'égale de n'importe quel autre peintre et souffrait secrètement d'être traitée en amateur. Selon Berthe Morisot, je ne crois pas qu'il y ait eu un seul homme traitant les femmes d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Finalement, l'impressionnisme a contribué à perpétuer une image traditionnelle de la femme à travers un nouvel esthétisme. En glorifiant la maternité, le XIXe siècle enferme de plus en plus les femmes dans l'univers du privé. Selon Annie Gonnet, Morisot place les femmes dans des intérieurs à côté d'encadrements de portes, de cheminées, de fenêtres, de miroirs et de tableaux. Ces frontières sont des signes de confinement. Elles redoublent la claustration. Dans la salle à manger et le berceau illustre en effet bien cette citation. Nous pourrions ouvrir la question de la représentation des femmes dans la peinture à la représentation des femmes dans les institutions et en particulier dans les institutions de formation académique. La fresque de l'hémicycle de l'École des Beaux-Arts peinte par Paul Delaroche est assez éclairante sur la répartition des sexes dans les écoles d'art au XIXe siècle. Cette fresque comporte 75 figures, dont 5 seulement sont des femmes. Les 70 figures masculines représentent des artistes, peintres, architectes ou sculpteurs de différentes époques, de la Grèce classique au classicisme, en passant par la Renaissance et le maniérisme. En revanche, les 5 figures féminines ne représentent pas des artistes femmes célèbres, mais sont des représentations de muses, celles de l'Antique, du Gothique, celles romaines et celles de la Renaissance. Elles sont accompagnées par le génie des arts.